Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de VVV, Temps perdu, Retro & Magic, et tout de suite, on regarde les news. Lego Batman 2 DC Super Heroes est la suite du premier Lego Batman sorti le 9 octobre 2008. L'univers Lego a pris pour habitude de réinterpréter des univers de façon parodique et en proposant à chaque fois un mode multijoueur. Le jeu, toujours développé par Warner Bros. Games, intégrera de nombreux personnages issus du DC Universe, tels que Superman ou Green Lantern, mais surtout, il proposera un monde ouvert. Vous pourrez ainsi traverser la ville de Gotham City en grimpant, volant ou en conduisant divers véhicules dans le but de la protéger des criminels. Rappelons que le premier volet proposait de prendre un véhicule situé dans la Batcave afin de rejoindre directement les différents scénarios proposés. Le jeu est prévu sur DS, 3DS, PS Vita, Wii, PS3 et Xbox 360 pour le 21 juin 2012. Une petite news sur l'univers Rock Band maintenant, puisque l'équipe d'Harmonix continue à publier sa série de DLC hebdomadaires pour le titre sorti fin 2010. Mais après quelques mois de choix plutôt douteux, les fans de métal et de l'émission War Pigs seront heureux d'apprendre qu'un pack de 6 chansons d'Iron Maiden a été mis à leur disposition. Ils retrouveront ainsi des titres issus des premiers albums du groupe, comme Seven Son of a Seven Son, Flight of Icarus, Phantom of the Opera ou bien Rime of the Ancient Mariner. Et le studio Harmonix a également profité de son podcast hebdomadaire pour annoncer qu'un titre d'Iron Maiden fera partie de la playlist du jeu Rock Band Blitz, sans préciser lequel. Pour rappel, Rock Band Blitz est un jeu de rythme jouable à la manette et prévu cet été pour les plateformes téléchargeables. Il sera compatible avec l'intégralité des titres Rock Band déjà existants, en plus de rajouter 25 titres inédits qui seront exportables dans Rock Band 3. Magic the Gathering Duel of the Planeswalkers 2013, développé par Stainless Games, est la suite du jeu de même nom sorti l'année dernière. Magic the Gathering est un jeu de cartes où chaque joueur est un sorcier qui doit élaborer une stratégie afin d'attaquer les points de vie de son adversaire en invoquant des monstres. Ce prochain titre proposera une dizaine de nouveaux decks ainsi qu'un nouveau mode multijoueur dit Plane Chase. Le jeu est prévu cet été sur Sun, Xbox Live et Steam. Ready? Go! Super Monkey Ball Banana Split est le nouvel épisode du jeu de plateforme développé par Sega. Le jeu est prévu sur PS Vita et vient d'être annoncé pour le 26 octobre 2012. Il marque le retour de Ai Ai, Mimi, Gun Gun et Baby à travers des niveaux encore plus complexes qui exploiteront les caractéristiques de la PS Vita. L'accéléromètre permet de se déplacer en vue subjective en tournant la console, la caméra de prendre en photo des objets afin de les exploiter dans un éditeur de niveaux qui pourront par la suite être partagés. Au programme, plus de 100 niveaux mais également 8 mini-jeux tels que le Monkey Target ou le Monkey Bingo. En ce qui concerne le multijoueur, il proposera aux joueurs de s'affronter à travers des courses ainsi qu'un classement mondial accessible via la fonction GPS. J'ai eu beau chercher sur internet, je n'ai pas trouvé comment on doit vraiment prononcer le titre du jeu dont on va voir la critique. Je ne sais jamais si je dois dire VVV ou VVV. Parce qu'en fait, c'est un titre plutôt visuel. Les V sont censés rappeler tous les pics qu'on voit dans le jeu. Voilà. C'était la Minute Culture et tout de suite, c'est la critique. VVVVVV, soit la lettre V 6 fois de suite, est un jeu de plateforme indé sorti sur PC et Mac en janvier 2010. On le doit à un game designer irlandais appelé Terry Kavanagh qui vit actuellement en Angleterre. VVVVVV était tout simplement son premier projet commercial après une série de titres sortis gratuitement tels que Pathways ou Don't Look Back. Vendu à l'époque autour de 15$, il peut être téléchargé aujourd'hui pour 5$ dans une version tournant sur PC, Mac et Linux sans DRM, intégrant un éditeur de niveau. La version téléchargeable sur l'eShop de la 3DS a été réalisée par Nicalis, un éditeur spécialisé dans le rétro et les productions indépendantes, à qui l'on doit les sorties du Cave Story de Amaya Daisuke sur WiiWare et 3DS, mais aussi celle de Night Sky de Nicolas Nygren sur PC. VVVVVV, précisons-le d'emblée, coûte un peu cher. Il est en effet téléchargeable pour 8€ sur la portable Nintendo, alors que cette version ne comprend pas l'éditeur de niveau fourni avec la mouture PC à 5$.
En revanche, 18 niveaux réalisés par des joueurs sont inclus, dont celui créé par Notch, le développeur de Minecraft, grand fan de VVVVVV. On peut également espérer qu'un patch ajoutera quelques niveaux supplémentaires, sachant qu'une mise à jour incluant un manuel en français est déjà prévue. Terry Kavanagh a validé cette version 3DS sur son blog, distractionware.com, en saluant le portage effectué par Nicalis. La maniabilité du jeu est en effet parfaite, que ce soit à l'aide du stick analogique ou de la croix directionnelle. Quant à la 3D relief, si elle reste anecdotique, elle fonctionne très bien et ne vient pas ralentir le jeu comme sur la compile Beat Trip 3DS. Mais trêve de présentation, attaquons maintenant dans le vif du sujet avec l'histoire. Le nom du jeu, la lettre V 6 fois de suite, renvoie aux 6 personnages de l'histoire, dont les noms commencent tous par V. Vous incarnez ainsi le capitaine Viridian, dont le vaisseau spatial se retrouve bloqué dans une autre dimension, au sein de laquelle les 5 membres de son équipage ont été téléportés un peu n'importe où. Il conviendra donc de les retrouver avant de pouvoir repartir, sachant qu'une fin alternative est accessible aux joueurs qui parviendront à réunir les 20 trinkets du jeu, soit 20 bibelots pas faciles d'accès. Un trinket en particulier vous demandera énormément de patience dans les niveaux appelés Veni, Vidi, Vici, car les niveaux portent tous un petit nom, souvent amusant. VVVVVV propose aussi de nombreux dialogues avec les différents membres de l'équipage, certains étant très drôles, voire carrément touchants de naïveté bon enfant. On notera que la plupart des niveaux réalisés par les joueurs possèdent eux aussi un petit scénario et des dialogues, comme l'excellent Victuals, créé par Noib, mettant en scène un commandant verisimilitude pas vraiment au top de sa forme. Dans VVVVVV, le joueur ne dispose d'aucun bouton pour sauter, un comble pour un jeu de plateforme. En revanche, il peut inverser la gravité pour envoyer son personnage dans les airs afin de le scotcher au plafond ou au contraire l'attirer au sol d'une simple pression sur un bouton. Détail très important, cette inversion ne peut s'effectuer que si le personnage prend appui sur une surface. Il est donc impossible de voler à travers les niveaux en alternant rapidement la force d'attraction. En revanche, on peut déplacer son personnage de gauche à droite tout en inversant la gravité de manière à effectuer des mini-translations latérales absolument nécessaires à votre progression. Le jeu propose un unique niveau d'une taille conséquente, scindé en une multitude d'écrans accessibles dans l'ordre qu'il vous siera. On est en effet libre d'explorer la carte à son rythme, mais aussi de revenir régulièrement à l'intérieur de son vaisseau spatial échoué, afin de discuter avec les membres de son équipage, une fois ces derniers sauvés, ou de choisir la musique de fond, de nouveaux morceaux se débloquant après avoir récupéré un certain nombre de trinkets. On pourra également faire apparaître des sections spéciales sur l'énorme map affichée sur l'écran du bas de votre 3DS, en activant certains terminaux. Chacune de ces sections abrite l'un des membres écarrés de votre équipage et modifie à sa façon les règles de gameplay. Certains joueront sur la présence de fils élastiques sur lesquels il faudra jouer les funambules. D'autres vous donneront un compagnon qui avancera lorsque vous êtes au sol et s'arrêtera lorsque vous êtes au plafond. Lorsque les niveaux eux-mêmes ne deviennent pas des casse-têtes en ne proposant qu'une unique sortie, toutes les autres vous ramenant invariablement dans la même pièce. Plutôt hardcore, VVVVVV propose heureusement une option de sauvegarde manuelle, permettant d'interrompre une partie quand on veut, sachant qu'une sauvegarde est automatiquement réalisée sur un autre slot lorsque vous utilisez ou trouvez l'un des nombreux portails de téléportation du jeu. Les checkpoints sont aussi fournis à profusion, ce qui ne vous empêchera pas d'enchaîner les morts, mais vous évitera de devoir vous retaper de longues sections et potentiellement de briser votre 3DS contre un mur avant d'en boulotter de rage les morceaux épars. L'objectif consiste donc à récupérer les membres de son équipage disparu, ce qui nécessitera environ 2 heures de jeu sur un premier run. Une durée de vie très courte, mais que l'on peut doubler pour qui souhaite récupérer les 20 trinkets dispersés dans les niveaux pour débloquer la vraie fin du jeu, voire décupler en prenant en compte les 18 niveaux créés par des joueurs, ainsi que la possibilité de se refaire certaines sections en time trial. VVVVV est le type même de jeu que l'on refait juste pour le plaisir, histoire de voir si on peut le terminer en mourant moins de 50 fois, mais aussi pour profiter de ses graphismes rendant hommage au Commodore 64 et en particulier à des titres tels que Monty and the Run, l'une des influences revendiquées par Terry Kavanagh. Si on regrette bien sûr l'absence de l'éditeur de niveau fourni avec la version PC, force est de constater que ce titre s'avère parfaitement adapté à la 3DS et aux consoles nomades en général.
Grâce à un système de sauvegarde bien pensé, on peut s'offrir des sessions de jeu très courtes ou tout simplement profiter quelques minutes des sublimes musiques chiptune composées par Magnus Palsson, alias Solai. Ces musiques avaient d'ailleurs fait l'objet d'une oscillation fin 2010 que vous pouvez revoir sur No Life Online. Outre l'absence d'éditeur de niveau, on regrettera aussi que le jeu n'ait pas été traduit en français. D'autant plus que VVVVVV est sorti il y a plusieurs mois sur l'eShop US. Un retard imputable à l'obtention de la classification PEGI, dont Nicalis aurait pu profiter pour traduire le jeu. Mais mis à part ces réserves, VVVVVV est une petite merveille de jeu de plateforme, doté d'une excellente finition, d'un bon paquet d'options et de défis à débloquer, une fois les 20 trinkets obtenus, d'une difficulté élevée mais astucieusement dosée, et de musique inoubliable. Ah, pour info, il est possible de débloquer un mode spécial No Death où l'on pourra tenter de finir le jeu avec qu'une seule et unique vie. Bon courage! Quand j'étais plus jeune, je me disais souvent que lorsque j'arriverais à l'âge adulte, je m'achèterais tous les jeux que je veux. Et maintenant que je suis adulte, j'ai tous les jeux que je veux, mais je n'ai plus du tout le temps pour y jouer. C'est bien dommage. Si seulement, à l'époque, je pouvais avoir Internet et tous ces jeux gratuits qu'on peut voir dans Temps perdu. Bonjour! À bien y regarder, perdre du poids va vous coûter plus cher en protéines qu'en sucreries. Faudrait-il donc rester gros? Mais non! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu! Ouais. Être en bonne santé, ça ne s'improvise pas. Ah bah oui, il faut faire super attention, pas manger n'importe quoi, pas boire n'importe quoi, pas faire n'importe quoi, pas plein de trucs n'importe quoi, mais aussi et surtout, pas écouter n'importe quoi. Par exemple, depuis le temps qu'on nous dit que les œufs c'est pas bon, hein. Sauf que parfois on nous dit que c'est bon aussi, mais que les blancs. Mais il y a plein de trucs super dans les jaunes aussi. Mais alors cru, baveux, bien cuit ou carbo Alors forcément je comprends que les œufs, eux, ils en aient ras la coquille et qu'ils commencent à tirer un peu partout. Oui, comme dans Extinction. Parce que déjà qu'on les leur brise toute la journée et qu'on les prend pour des jambons, ça doit pas être facile en plus de ne jamais savoir si on doit être dur ou mollet. Alors moi, à leur place, j'enverrais tout le monde se faire cuire un œuf. Quoique... Mais bon, avoir la santé, c'est aussi pratiquer une activité saine, sportive et tout tremblement. Alors oui, le tir est une discipline olympique. Oui, cela demande de la concentration et certaines qualités physiques. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus. Le gars de Ricochet Kills 3 par exemple, bah lui, il s'y prend super mal. À force de tirer n'importe comment, on se prend des caisses sur la tronche... Alors bon, ok, on s'amuse, on a l'impression d'être un véritable chasseur de la ville, on essaie de trouver les ricochets les plus improbables en étant le plus efficace possible, mais moi ce que je vois, c'est qu'on y risque la santé. Et d'ailleurs, en termes de santé, chacun sait que fumer, c'est mal. Ça provoque le cancer, ça fait une vilaine peau, ça flingue vos poumons et ça tue vos petits machins qui, de toute façon, ne servent plus à rien vu que ça rend aussi impuissant. Donc non, fumer ne sert jamais à progresser dans les niveaux d'un jeu de plateforme autant magnifique qu'étrange. Non, ça ne vous aidera jamais à ouvrir des portes, ni même à stopper des lasers. Je le répète, fumer c'est mal. De toute façon, la santé c'est quand même super fragile, hein. On a beau tenter de s'entretenir, ne boire que de l'eau, s'envoyer 5 fruits et légumes par jour, ça finit toujours par se déglinguer quelque part. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse améliorer ou changer à volonté ce qui ne va pas... ou plus, ou même mieux, il faudrait pouvoir s'upgrader dès que le besoin s'en fait sentir. Pas assez de temps pour franchir un gouffre, hop, 2 secondes de vie supplémentaire. Pas assez rapide pour passer sous un piège, hop, des jambes bioniques qui vont plus vite. Comme dans Johnny Applegate, quoi. Mais bon, en même temps, si on pouvait garder la santé durant l'éternité, les gens seraient capables de nous coller la retraite à 1147 ans. Et puis en plus, tout ça, ça coûterait sans doute un bras. Et du coup, on dirait encore que le travail, c'est la santé. Alors bon, encore vaut-il peut-être mieux continuer à se flinguer les rétines sur nos écrans en regardant le temps passer. Ce qui, finalement, ne tombe pas si mal, vu qu'il faudrait quand même voir, à ne pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Je suis très contente là parce que j'ai enfin réussi à m'acheter une 3DS japonaise. Il faut savoir que la console est zonée et que Project Mirai n'est sorti qu'au Japon. Et comme il était hors de question pour moi de passer à côté d'un rhythm game avec des vocaloïdes,
J'ai acheté une deuxième 3DS et pour la première fois, j'ai été hypnotisée par un jeu. En fait, j'étais très fatiguée, mais j'ai insisté sur le jeu. Sauf que dans Project Mirai, les notes défilent sur des cercles et à force d'avoir le regard qui tourne pour suivre les notes, tout en tombant de fatigue, j'ai eu la sensation de me faire hypnotiser. C'est sûrement pour me faire acheter plus d'albums de Vocaloid. Tout de suite, on regarde Retro and Magic. Très populaire dans les cafés et salles d'arcade à partir des années 50, le flipper, ou pinball en anglais, continue de passionner une communauté enthousiaste à qui les noms Data East, Gottlieb ou Williams font briller des étoiles dans les yeux. Dès les années 80, le jeu vidéo a tenté de reproduire les sensations du flipper sous forme numérique. De l'avis des spécialistes, une série y est parvenue, ou peu s'en faut. Pro Pinball. Développé par le studio Cunning Development pour le compte d'Empire, un éditeur anglais aujourd'hui disparu, Pro Pinball The Web a pris le parti du réalisme. Plutôt que de profiter du médium vidéoludique pour proposer des éléments de gameplay impossibles sur une véritable table, les développeurs ont cherché à créer une vraie simulation. Cela se traduit principalement par un travail de titan effectué sur la physique de la bille, beaucoup plus proche de la réalité que dans les autres jeux vidéo de flipper disponibles à l'époque. Grâce à cette intransigeance, Empire parvient à séduire le public des aficionados. Pro Pinball se démarque également par la grande qualité de la table proposée. Il ne s'agit pas de la reproduction d'une vraie table de flipper, à la différence des jeux estampillés Gottlieb sortis récemment par exemple, mais d'une création originale du game designer Adrian Barrett, très proche de ce que l'on pouvait trouver dans les meilleurs flippers des années 90. Outre le principe de base avec les habituels bumpers, rampes, slingshots, multiballs et autres jackpots, Pro Pinball possède un système de missions complexe. Mission activated. Comme dans les tables les plus modernes, ces missions et events sont illustrés sur le fronton de la table par un vrai faux affichage matriciel. Certaines missions sont d'ailleurs de véritables jeux dans le jeu, dans le respect des limitations d'un vrai flipper. Bref, c'est la grande classe. La table proposée s'intitule The Web et mélange science-fiction, bikers et rock'n'roll. La bande-son du jeu est d'ailleurs l'un de ses grands points forts. Cette table unique est finalement la seule faiblesse de Pro Pinball qui a choisi de privilégier une seule table finement travaillée à plusieurs tables plus oubliables. Deux ans plus tard, Empire récidive avec Pro Pinball Time Shock. Le principe est scrupuleusement le même. Une seule table de grande qualité avec un thème fort et un réalisme à toute épreuve. Le jeu propose des graphismes en résolution élevée permettant de savourer la multitude de détails présents à l'écran. Encore une fois, la musique dépote dans un style assez proche de celui de The Web. Comme son nom l'indique, le thème de Time Shock est le voyage dans le temps. En accomplissant certaines actions, le joueur sera en mesure de voyager à travers diverses époques, chacune proposant sa ou ses missions spécifiques. C'est ainsi que l'on explorera le présent, le futur lointain, la Rome antique ou encore la préhistoire. Le jeu est toutefois très difficile, ce qui découragera les moins acharnés. Cette difficulté globale est toutefois compensée par la présence de nombreuses techniques et tricks que le joueur devra apprendre à maîtriser. Troisième jeu de la gamme Pro Pinball, Big Race USA est souvent considéré comme le meilleur de la série. Il possède cette alchimie indéfinissable qui accroche le joueur et le pousse encore et toujours à relancer une partie pour exploser son score. L'ambiance préfigure le film Cars des studios Pixar avec des voitures taxis humanisées qui rappellent également le taxi de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Les missions consistent à prendre des clients pour les amener aux quatre coins des États-Unis. Le plateau est encore une fois riche en détails et en secrets. À cette atmosphère bon enfant s'ajoute un degré encore plus élevé de réalisme, avec notamment les reflets sur la bille et la possibilité de régler l'expérience de jeu dans les moindres détails, en changeant par exemple la force des flippers, l'inclinaison du plateau ou le taux d'usure de la table. L'ultime épisode de Pro Pinball est sorti en 1999. Il s'agit de Fantastic Journey. On sent alors que la série commence à s'essouffler. Malgré une thématique séduisante que l'on pourrait décrire par l'expression steampulp, entre steampunk et pulp, cette table n'a pas le dynamisme et la créativité des trois premiers épisodes.
Les ventes de la série commencent également à s'éroder. Empire décidera donc de ne pas produire de nouveaux jeux vidéo de flipper. Pro Pinball tentera quand même un comeback en 2001 avec la sortie de Pro Pinball Trilogy sur Dreamcast, réunissant sur un même disque Time Shock, Big Race USA et Fantastic Journey. Malheureusement, le succès ne sera pas assez important pour justifier un véritable nouvel épisode. Une partie de l'équipe de Cunning Development fondera en 2002 une nouvelle société, Fuse Games, qui en 2009 deviendra Silver Ball Studios. Ces fondus de flippers trouveront un nouveau partenaire en la personne de Nintendo, qui leur confiera les jeux Mario Pinball Land sur GBA et Metroid Prime Pinball sur DS. Acheter des albums de Vocaloid. Acheter... Pardon. À la prochaine.